commencer notre réunion. Oui, alors, bonjour. Nous avons décidé, pour répondre à votre question, nous avons décidé de trancher à la fin de l'audience. Mais ce que nous avons décidé également, que parce que vous contestez la clause d'arbitrage, de donner d'abord la parole aux défendeurs. Et nous avançons point par point. C'est-à-dire, premier point, c'est la compétence du tribunal. Deuxième point, c'est le droit applicable, la loi applicable. Après, on entre en substance. C'est-à-dire, première parole, c'est au défendeur quant à la compétence du tribunal. Je vous prie de commencer. Sur la compétence du tribunal arbitral et du droit applicable. Merci. Cher arbitre, les défendeurs. Parlez un peu plus fort, dans cette salle, on vous entend très mal. Oui. Cher arbitre, le défendeur insiste sur le fait que la CACI de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie n'est pas compétente pour examiner le différend. Il faudra mieux consulter la clause numéro 10 du contrat. C'est la clause du contrat. Si vous pouvez ouvrons s'il vous plaît la page 8 de la cas pratique. Oui. Oui. Зелененьким. Oui, sur la base du paragraphe 10 du contrat conclu entre maître professionnel et Elda et partenaire, la clause compromissoire a été inclue par les parties dans les versions suivantes. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un accord, tous les différends qui peuvent découler du présent contrat ou en rapport avec celui-ci sont soumis à l'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de la ville de Moscou, conformément aux règles de la procédure devant ce tribunal, dont les décisions sont définitives et contraignantes pour les deux parties. Cette clause d'arbitrage contient des inexactitudes dans l'éducation compétente de l'agence d'arbitrage, qui à son tour les rend inapplicables, car il est impossible avec la précision d'installer une réelle volonté des parties de soumettre le litige à un arbitrage de l'institution. Sur la base de l'article 1 de la loi de la Fédération de Russie sur l'arbitrage commercial international, puisque la présente réserve détermine le lieu d'arbitrage dans la Fédération de Russie, la question de sa validité est soumise à la résolution sur la base des normes du droit russe. Selon l'article 7 de la loi sur l'ICA, les références dans le contrat ou document contiennent la condition de transfert du différend à l'arbitrage est une condition d'arbitrage sous réserve de la conclusion du contrat par écrit. Et cette référence est telle que la condition d'arbitrage devient partie intégrante du contrat. Les contrats est rédigé en français et en anglais, indiquant que les deux textes font également foi. Les contrats contiennent des textes correspondants de la clause compromissoire. Le texte français stipule que les litiges sont soumis à la Cour d'arbitrage près de la Chambre de commerce et d'industrie à Moscou, et le texte en anglais prévoit le transfert des litiges au tribunal arbitral de la Chambre de commerce et d'industrie de Moscou. Il résulte du texte présenté en français et en anglais que les parties à cette réserve impliquaient la soumission des différends à la Cour d'arbitrage de la Fédération de Russie. Par hypothèse, en cas de divergence dans les textes de la clause compromissoire, en français et en anglais, les dispositions de l'article 431 du Code civil de la Fédération de Russie entrent en vigueur. Comme le prévoit dans ces articles du Code civil, lors de l'interprétation du contrat, le tribunal prend en compte le sens littéral des mots et expressions qu'il contient. Le sens littéral des termes du contrat en cas de
d'ambiguïté est établi par comparaison avec d'autres termes et le sens du contrat dans son ensemble. Tenant compte du fait que la version française des sites officiels des cours fédérales d'arbitrage de la Fédération de Russie stipule qu'en cas de litige, il faut s'appliquer à la cour d'arbitrage. Le demandeur estime que la partie n'avait pas l'intention de soumettre le différend à la CACI de la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. Le français n'était pas une langue maternelle pour l'intime et le demandeur est arrivé à la conclusion que la coïncidence du texte de clause compromissoire dans les versions françaises et anglaises rend la condition d'arbitrage pathologique. Les parties se sont délibérément trompées dans le nom d'instance arbitrale et l'intime estime que les parties n'avaient nullement l'intention d'inclure une clause compromissoire dans les textes de la Convention, car sans précision que le tribunal arbitral particulier est habilité à trancher les différends entre les parties, la clause compromissoire n'a qu'un sens. Toutefois, si les arbitres déterminent l'existence de sa compétence malgré le caractère pathologique de la convention d'arbitrage, la décision ultérieure du tribunal arbitral de l'État peut être déclarée inapplicable sur le territoire de la Fédération de Russie sur la base des dispositions de l'article 1 des conventions de New York de 1958 et provision 1 de l'article 36 de la loi sur l'arbitrage commercial international. Ainsi, la clause compromissoire continue dans l'accord des parties ne confère pas à ces tribunaux compétence pour arbitrer ces différends puisqu'il est impossible d'établir à partir de la clause compromissoire à volonté exacte des parties quand à la compétence de la CACI, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie ou une autre institution d'arbitrage. C'est tout qui concerne la compétence. Merci. Madame, j'aurais juste une question pour vous. Donc vous avez parlé de la pathologie de la clause. J'aimerais bien comprendre, quand on parle de la pathologie de la clause, est-ce qu'on discute la validité de la clause ou son exécutabilité? Est-ce que la pathologie affecte la validité de la clause? Oui. Bien. Le défendeur considère que il est pathologique. Et donc elle est valable? Et c'est la cause de l'invalidité. Très bien, merci. Merci. Bonjour, cher tribunal. Nous allons présenter la position du demandeur. Moi, je m'appelle Miniane Kouliane et je vais présenter la position du demandeur du parti procédural. Et c'est ma collègue Boutkina Julie qui va présenter la position matérielle. Quant à moi, je vais examiner deux questions. Premièrement, c'est la compétence du tribunal et après, je vais examiner la loi applicable. Donc, maintenant, je vais examiner les questions de la compétence du tribunal. Cher tribunal, ouvrez s'il vous plaît le paragraphe numéro 10 du présent contrat. Et ici, sur la base du paragraphe 10, le clause compromissoire a été incluse par les parties dans la version suivante. Donc, si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à encore tous les différends, sont soumis à la cour d'arbitrage par la Chambre de commerce et d'industrie à Moscou. Et toutefois, comme il reçoit de rappel, le défendeur conteste l'existence de la compétence du tribunal sur la base de la pathologie de la clause compensatoire, puisque tel cours d'arbitrage n'existe pas. Ensuite, cependant, le demandeur considère cette clause compensatoire valide, puisque l'inexactitude du nom de l'institution d'arbitrage n'est pas un motif suffisant pour l'invalider.
Et la question de la validité de la présente clause compensatoire, conformément à l'article 1 de la loi de la Fédération de Russie, qui s'appelle sur l'arbitrage commercial international, est soumis à la résolution sur la base des normes du droit russe, puisque le lieu de l'arbitrage est déterminé par la Fédération de Russie. Et comme il reçoit du paragraphe 9 de l'article 7 de la loi sur l'arbitrage commercial international, lors de l'interprétation d'une convention d'arbitrage, tout doute doit être interprété en faveur de sa validité et de son applicabilité. Et aussi, il existe la position de la Cour suprême de la Fédération de Russie, et elle est analogue. Par exemple, dans la résolution numéro 142 du 10 décembre 2018, la Cour suprême a précisé qu'en cas d'inexactitude dans la clause compensatoire concernant le renvoi à l'institution d'arbitrage compétente, la clause compensatoire n'est invalidée que si, je cite, lorsqu'il est impossible d'établir la volonté réelle des parties, par exemple, s'il existe deux ou plusieurs institutions d'arbitrage dont le nom est similaire au nom indiqué par les parties. Et dans le présent différent, il existe clairement la volonté des parties de transférer ce différend en organe d'arbitrage spécifique auprès de la Chambre de commerce et d'industrie de Russie. À l'appui de sa position, le demandeur fait valoir deux arguments. Premièrement, clause de contrat numéro 10 qui contient une clause compensatoire est appelé arbitrage, ou comme il reçoit de la version anglaise du contrat, c'est arbitration. Et les parties avaient la possibilité de se référer à cette clause à l'accord comme la procédure du règlement des différends, mais comme le titre l'indique, les parties, il avait une volonté par rapport à une méthode spécifique de résolution des différends, c'est-à-dire la volonté de résoudre un différend processuel par arbitrage. Et deuxièmement, au moment de la conclusion du présent contrat en 2020, deux chambres de commerce et d'industrie fonctionnaient. Premièrement, c'est la chambre de commerce et d'industrie de Moscou, et deuxièmement, c'est la chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. Et cependant, ce n'est qu'avec la chambre de commerce et d'industrie de Russie, il y avait une institution d'arbitrage qui fonctionnait, c'est le cours d'arbitrage commercial international, et l'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie à Moscou a cessé ses activités en 2017, soit 3 ans avant la conclusion à la clause compensatoire entre le demandeur et le défendeur. Ainsi, dans le cas présent, il est possible d'établir la volonté des parties par rapport à une institution d'arbitrage spécifique, et c'est la Cour d'arbitrage commercial international près la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. Et comme il reçoit des examens de la pratique de l'ICAC par Mikhail Grigorievich Rosenberg, les parties font souvent des inexactitudes au nom de l'ICAC à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie. Par exemple, il existe l'affaire numéro 430 de 1995 de l'ICAC à la Chambre de commerce et d'industrie de la Fédération de Russie, et les parties ont cité la Chambre de commerce et d'industrie à Moscou, et cette formulation indique assez des présents différents. Donc, malgré l'inexactitude de la domination, le tribunal a déterminé que les parties étaient parvenues à un accord sur le règlement du différend au tribunal d'arbitrage commercial. Et aussi, il y a les cas analogues, c'est par exemple l'affaire numéro 95 de 2006, ou par exemple l'affaire numéro 98 de 2006, etc.
Et par conséquent, la désignation exacte, le tribunal d'arbitrage commercial international auprès de la Chambre de commerce et d'industrie comme instance d'arbitrage compétente n'entraîne pas l'impossibilité de la présente convention d'arbitrage. Et ensuite, puisque la convention d'arbitrage satisfait autres exigences de la législation de la Fédération de Russie, le tribunal devait reconnaître sa compétence pour résoudre ce différend, guidé par la loi sur l'arbitrage commercial international et aussi par le règlement du tribunal d'arbitrage commercial international à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est tout pour la compétence du tribunal. Merci beaucoup. J'aurais une question pour vous. Imaginons que le tribunal, il vous suit, il vous donne le droit sur la validité de la clause. Cette clause, elle prévoit également que les parties, ils doivent tenter le règlement amiable avant de recourir à l'arbitrage. Est-ce que le règlement amiable a été tenté entre les parties et dans la négative, quelles sont les conséquences? Il faut résoudre ce différend à cause de loi de nord russe et aller au cours d'arbitrage. Mais votre clause, elle prévoit que les litiges qui n'ont pas été résolus par la voie amiable, enfin, j'ai pas la clause là sous les yeux, mais il y a une étape préalable qui est le règlement amiable. Donc ma question est, est-ce que le règlement amiable a été tenté avant que votre client agisse en arbitrage? Oui, parce qu'on avait envoyé, par exemple, pour payer pour le paiement. Et c'est pourquoi aussi on avait les négociations entre le demandeur et le défendeur. C'est pourquoi nous pouvons aller au cours d'arbitrage parce que le prétention a été conclue et finie. C'est pourquoi, oui, c'est possible. Merci. Alors, on continue avec le deuxième point, le droit applicable. Vous voulez encore dire quelque chose? Cher arbitre, j'ai la question pour le Ah, demandeur. bien. Merci. Dis-moi, s'il vous plaît, quelle méthode d'interprétation utilisez-vous pour conclure que les parties avaient l'intention d'examiner le différend au sein de ce tribunal arbitral? Par exemple, logique, historique ou... Quelle méthode d'interprétation avez-vous utilisée pour conclure que les parties avaient l'intention d'examiner ces différends au sein de ce tribunal arbitral? C'est l'interprétation logique. Aussi, nous utilisons la pratique judiciaire et nous analysons les cas similaires, les cas analogues pour déterminer que dans notre cas, dans notre différent, aussi c'est l'interprétation analogue et donc c'est l'interprétation logique et pour analyser peut-être. Merci. Plus de questions? Alors, J'ai une question. Dans son mémoire en défense, le défendeur affirme que le code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie doit être appliqué dans ce cas par analogie. C'est le point 6.2. Pouvez-vous commenter sur ce sujet? C'est à vous. Mon question est au demandeur. Vous avez dit que c'est la question pour la défense, non? Non. C'est le défendeur qui affirme que le code de procédure d'arbitrage de la Fédération de Russie doit être appliqué par analogie
à ce sujet. Elle dit qu'il faut que les provisions de ce code sont obligatoires pour notre cas. Pour notre... C'est point 6.2. 6.2. Ce point est un peu caché dans un mémoire de défense, mais elle touche bien sûr les questions de la compétence. Dans notre cas, nous devons les cours d'arbitrage parce qu'il y a la validité réelle des parties pour résoudre ce différend à l'arbitrage. Aussi, nous avons analysé les cas judiciaires, les pratiques judiciaires et les inexactitudes dans le cause compulsoire n'est pas la raison pour ne pas aller à cours d'arbitrage. Merci. Alors, deuxième point, je vous donne la parole, demandeur, concernant la loi applicable. D'accord. Donc, je voudrais examiner les questions de la loi applicable au présent contrat. Comme il reçoit des dispositions du contrat, les parties ils ne sont pas convenus de la loi applicable aux obligations. Néanmoins, le demandeur et le défendeur, dans leur document de procédure, se réfèrent aux normes du droit russe, en particulier à l'article 395 et l'article 1211 du Code civil. Et le défendeur, il insiste sur l'application de la Convention de Vienne et aussi des principes de droit. À cet égard, le demandeur soutient la position du défendeur en termes de renvoi à la règle de conflit à l'article 1211 du Code civil et conformément à cette disposition, le droit de fédération de Russie en tant que droit du pays du vendeur doit être appliqué au présent contrat du vente internationale de marchandises. Et étant donné que la Russie est partie à la Convention des Nations Unies sur le contrat du vente internationale des marchandises et que le présent différend découle d'un contrat de vente internationale des marchandises, cette convention s'applique à ce différend en vertu du paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention. Et le demandeur ne conteste pas la priorité des dispositions de la Convention de Vienne en ce qui concerne les normes du droit russe sur la base de l'article 7 du Code civil. Cependant, la Convention de Vienne ne définit pas la procédure du calcul de montant de perte. Par exemple, c'est la taille appropriée, le taux d'intérêt et les procédures de leur calcul. Et en conséquence, conformément à paragraphe 2 de l'article 7, les questions relatives à l'objet de la Convention qui ne sont pas expressément réglées par celle-ci doivent être réglées conformément aux règles du statut subsidiaire, c'est-à-dire conformément aux principes généraux sur lesquels il est fondé et l'absence de tels principes conformément au droit applicable en vertu des règles du droit international privé. Et le défendeur, il fait valoir que les principes généraux sur lesquels repose la Convention de Vienne doivent être compris par la disposition du principe de l'unité droit et par conséquent, les principes sont d'une importance primordiale en tant que statut subsidiaire par rapport aux dispositions du droit russe. À cet égard, le demandeur affirme le contraire. Les règles du droit russe ont une plus grande force juridique par rapport aux dispositions du principe.
Et tout d'abord, il est nécessaire de déterminer le statut du principe du point de vue de la source juridique. Selon l'approche doctrinale adoptée par Mikhail Grigorovich Rosenberg, les principes représentent les coutumes juridiques et de la pratique commerciale. Et comme il reçoit du préambule des principes, les principes sont un instrument de droit non contraignant et non force obligatoire que si les parties les ont également désignées comme étant la loi régissant le contrat par la conclusion d'un accord direct entre les parties. Et par conséquent, en l'absence d'accord des parties sur l'application de ces principes au présent contrat, ces principes juridiques ont un caractère purement indicatif et ils ne peuvent pas, par la force juridique, dépasser les dispositions du droit russe. Aussi, l'utilisation prédominante des normes du droit national en tant que loi subsidiaire se reflète dans la décision de la Cour suprême de la Fédération de Russie. C'est paragraphe 3 de la résolution numéro 143 du 10 décembre 2019. Et ainsi, dans le cadre de la résolution de ce différend, le tribunal, en découvrant des aspects contractuels non régis par la disposition de la Convention, par exemple en termes de procédure de calcul de taux d'intérêt, devrait être guidé par les normes de droit russe en tant que loi subsidiaire principale. C'est tout pour la loi applicable de notre position. Merci. Pas de questions, alors je donne la parole à la partie défendresse. Maintenant, je voudrais passer à la question de loi applicable. Pour votre commodité, nous avons le tableau concernant l'hierarchie des sources de droit applicables. En vue que les parties ne sont pas unanimes sur les lois applicables dans le contrat, premièrement, les dispositions de la Convention de Vienne sur la vente internationale du marchandise doivent être appliquées en tant que les lois de base. Le contrat à l'origine du présent litige est, par sa nature juridique, un contrat de vente internationale et la Fédération de Russie est partie de la Convention de Vienne sur le contrat de vente internationale de marchandises de 1980. Selon le paragraphe 1A de l'article 1 de la CVM, il s'applique au contrat de vente internationale de marchandises c'est entre des parties dont les établissements sont situés dans les États différents et ces États sont les parties à la CVM. Malgré le fait que le Kenya n'est pas un pays ayant ratifié la CVM, le demandeur estime nécessaire d'appliquer les dispositions de cette convention en tenant compte de ces dispositions, c'est paragraphe 1b de l'article 1. Comme l'a estimé à juste titre le professeur Mikhail Grigorievich Rosenberg, la participation des États à la CVM prédétermine l'application de ces normes aux relations découlant d'un contrat commercial international. Si un tel contrat entre dans son champ d'application, les parties n'ont pas exclu son application sur la base de l'article 6 de la CVM. Et les établissements des parties au contrat sont situés dans les États parties à la Convention. Puis, nous devons noter que la loi de la Fédération de Russie doit être appliquée au litige. En vertu des dispositions de CVM, les relations des parties au contrat dont est issu le présent litige sont réglées par ces dispositions. En ce qui concerne les questions non réglementées par la CVM et non résolues sur la base des principes généraux sur lesquels la CVM a fondé la législation russe est appliquée.
Il est nécessaire de noter que le contrat ne s'accorde pas sur la loi applicable. Et sur cette base, en l'absence de toute indication des parties, le tribunal arbitral applique la loi déterminée conformément aux règles de conflit de loi qu'il estime applicable. Et conformément aux règles russes de conflit de loi, à savoir l'article 1211 du contrat du Code civil de la Fédération de Russie, en absence d'accord entre les parties sur la loi applicable, la loi du pays avec lequel le contrat est le plus étroitement lié est appliquée au contrat. Pour ce contrat, cette loi est la loi du pays du vendeur. Et également important de noter que l'utilisation des anglais et des français dans la préparation du contrat ne réfute pas la présomption de l'article 1211 du Code civil de la Fédération de Russie. C'est le lien 3 du contrat de vente avec la loi du pays de lieu d'activité principale de vendeur. En prenant en considération ce qui précède, le demandeur est parvenu à la conclusion que les dispositions de la CVM sont mentionnées et subsidiairement la législation russe sont applicables aux litiges entre les parties. La CACI est parvenue à la même conclusion dans l'affaire numéro 120 en 2003. Bien sûr que les dispositions des principes du droit relatifs au contrat du commerce international seront appliquées pour résoudre les litiges. Selon le paragraphe 38 de la résolution de plénum de la Cour suprême numéro 24 sur l'application des normes de droit international privées par les tribunaux de la Fédération de Russie, les parties ont également le droit de choisir les documents contenant les règles commandées par des organisations internationales ou des associations d'États aux participants à la circulation des marchandises. C'est par exemple le principe du contrat du commerce international unidroit. Et par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article 7 de la CVM nous renvoie au principe d'unidroit. Et le terme des CPT Incoterms 2020 seront appliqués pour résoudre les litiges. Chaque terme lié à livraison concernée dans ce litige a le sens établi pour ce terme dans les Incoterms 2020. La possibilité d'utiliser les Incoterms 2020 découle du principe de la liberté contractuelle et des dispositions du paragraphe 4 de l'article 421 et article 422 du Code civil de la Fédération de Russie. L'utilisation des Incoterms 2020 ne contredit pas la loi russe et de plus, la clause 1 du contrat prescrit expressement l'utilisation des conditions CPT, c'est pour payer jusqu'à pour la livraison des biens à l'acheteur. Et de plus, le paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention des biens nous renvoie aux Incoterms. C'est tout, merci. S'il n'y a pas de questions, alors on continue, on entre en substance. Premier point des questions, c'est le retard de la livraison. Alors je donne la parole à la partie demanderesse. D'accord. Je vais commencer par cette partie qui concerne la légalité de la demande de paiement d'une pénalité pour retard de la livraison des marchandises. Et il faut dire que notre contrat indique que les termes Incoterms CPT sont utilisés. Le paragraphe 2 du règlement de ICC établit que le vendeur est tenu de livrer les marchandises en les remettant au transporteur avec lequel le contrat de transport a été conclu. Le vendeur est responsable de la mort de la chose avant qu'elle ne soit remise au transporteur. Mais il faut noter que cela implique précisément le risque de perte et d'endommagement des marchandises, etc. Cela n'inclut pas le risque de retard de livraison. Ce sont des termes différents.
La notion de risque de perte ou d'endommagement des marchandises n'est pas identique à la notion de responsabilité pour retard de paiement. Et selon le terme CPT et les travaux de Volkovnin Grigorien, le vendeur choisit le transporteur. Les règles de ICC stipule que puisqu'on a le terme CPT, le vendeur choisit le transporteur et l'acheteur ne peut pas contrôler quel transporteur il choisit. Dans notre cas, notre défendeur a choisi un mauvais transporteur pour lequel nous ne sommes pas responsables et par conséquent, nous ne pouvons pas supporter les risques correspondants. Donc, le demandeur n'a pas la possibilité d'influer sur le délai de livraison. Et le texte du contrat indique que c'est la livraison et non l'expédition des marchandises par le vendeur qui doit être effectuée dans ce délai. En outre, le risque de retard de livraison incombe au vendeur en tant que fournisseur de la marchandise. En outre, selon le paragraphe A2 de règlement de la ICC sur l'utilisation de termes commerciaux nationaux et internationaux, le vendeur est tenu de livrer les marchandises à la date convenue ou dans la période convenue. Et c'est-à-dire, c'est le délai spécifié au paragraphe 4 du contrat. Et l'article 405 du Code civil de l'observation de Russie dit que le débiteur qui a manqué à l'exécution est responsable devant le créancier pour les dommages causés par le retard et pour les conséquences de l'impossibilité d'exécution survenue accidentellement pendant le retard. Et étant donné que le vendeur a expédié les marchandises en retard, il ne peut se référer au porte-conteneur Ever Given qui a été bloqué dans le canal de Suez. Et il faut noter que les parties ont clairement stipulé et limité dans le paragraphe 12 du contrat les cas d'exonération de responsabilité en cas de force majeure, c'est l'incendie, l'inondation et un tremblement de terre. Et il n'y avait pas eu de telles circonstances. Donc, en outre, si de telles circonstances sont produites, les parties qui n'est pas en mesure de s'acquitter correctement de ces obligations enverra une notification à l'autre partie dans un délai de 10 jours à compter de la date de ces circonstances par écrit. Et le demandeur n'a pas reçu de cette notification. C'est tout pour les parties de retard de livraison de marchandises. Je peux continuer dans... On continue maintenant avec D'accord. le défendeur sur ce point. C'est moi. D'abord, cher arbitre, puisque le défendeur a correctement rempli les obligations en vertu du contrat dans cette affaire, le demandeur n'a pas le droit d'exiger toutes les demandes réclamées. Et maintenant, je vais étayer la position du défendeur sur chaque demande formulée par le demandeur. D'abord, le défendeur insiste sur le fait que la demande de dommage-intérêt du demandeur est sujet à disfaction. Dans sa déclaration, le demandeur a déposé une demande en vue de recouvrir auprès du défendeur des dommages-intérêts d'un montant de 450 000 $, résultant de l'impossibilité d'utiliser des marchandises incomplètes et défectueuses, des intérêts annuels sur ce montant pour la période allant de 5 décembre au 20 décembre 2021 au montant de 342 $ et 23 cents de dollars.
C'est-à-dire le demandeur allègue qu'en raison de la violation de ces obligations contractuelles, 34% des générateurs ne sont pas utilisés au fond prévu. Cela affecte négativement le calendrier de construction de l'hôpital et ralentit sa mise en service. Ce qui, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, entraîne une complication de la situation épidémiologique dans la ville de Massarbit dangereuse et la privation de leurs citoyens de soins médicaux. Il est important de noter que conformément à l'article 74 de la CVM, les dommages intérêts pour une exécution du contrat par l'une des parties s'élèvent à un montant égal aux dommages, y compris le manque à gagner subi par l'autre partie de fait de l'exécution du contrat. Ces dommages intérêts ne peuvent excéder les dommages que le parti fautif prévoyait ou aurait dû prévoir lors de la conclusion du contrat, conséquence possible de son manquement, compte tenu des circonstances dont elle avait ou aurait dû avoir connaissance à ce moment. Dans le du point retard de la livraison. Hein. Je crois oui, bien vous sûr. avez un autre point maintenant vu. Hein. Je sais, mais je dois dire que ce point est très important pour le défendeur et nous devrons utiliser ce point premièrement. Et concernant votre sujet, de rembourser, c'est-à-dire le retard de la livraison, c'est-à-dire le défendeur contre cette argumentation parce que c'est-à-dire les pénalités contractuelles et les intérêts pour l'utilisation de l'argent d'autrui, mon retard reconnu dans le paiement des marchandises ne sont pas comparables après de l'antimé à hauteur de montant réclamé. Et je sais que le défendeur a quelques problèmes avec la livraison, mais je dois insister que le défendeur a livré les marchandises avec la retard plus de 30 jours, pas 60 jours que le demandeur a démonté. Et c'est-à-dire, nous sommes contre pour cette argumentation. Et d'abord, je dois mentionner que ces jours se sont écoulés depuis l'arrivée des marchandises au port de Mombasa et le 20 avril 2021, jusqu'à un moment de déchargement et de l'inspection de marchandises à Massarbit, le 6 mai, les actions de demandeurs ne peuvent être considérées comme consciencieuses. J'ai oublié de vous dire que le risque de perte accidentelle a été effectué au PENSA. J'ai quelques arguments concernant ce sujet, mais je dois ajouter que pour répondre à votre question, que il y a quelques moments intéressants concernant la gestion et la traduction de cette application par le défendeur. Et je dois mentionner que le défendeur n'a pas donné au requérant une obligation selon laquelle, en raison de la perte et des dommages au bien du requérant,
le défendeur serait obligé de compenser le manque à gagner. Et concernant votre question, je dois dire que il y a la preuve de il y a quelques preuves lesquelles permettaient moi d'aborder la question de transfert de risque, de perte accidentelle de cargaison, et c'est tout pour votre question. Si vous voudrez, je peux continuer ma position. Et ce qui m'intéresse, je n'ai pas compris la position des parties. Quelle est la date, selon le contrat, la date de la livraison? Ça, il faudrait encore nous expliquer quelle est la position des parties. La date de la livraison, c'est le point 4 du contrat, c'est-à-dire non, oui, c'est le point 4. La date de livraison est réputée entre la date de remise de la marchandise au premier transporteur dans le pays du vendeur, c'est-à-dire la date de la livraison est, j'ai oublié, c'était le 9 février de 2022. Et je dois dire que à ce moment, nous devrons prendre en conséquence que il y a avec quelques vacances, c'est-à-dire le jour bancaire, et on doit estimer la date de la saison étant avec et nous devons utiliser l'article de le Code civil, c'est l'article numéro 121, la date de, c'est-à-dire la date de durée de fonctionnement. Et en ce qui concerne le retard, c'était causé au problème épidémique, au Penza. Bien sûr, on peut c'est-à-dire on peut interpréter cette point de la position de demandeur pour le défendeur parce que il y a une clause de force majeure dans notre contrat. C'est la clause numéro 10. Oui, c'est la clause numéro 10 de c'est la clause numéro 12, force majeure. Et vous pouvez voir que les conséquences ne sont pas limitées, c'est-à-dire la situation à la fabrique de défendeurs de la signifie aux forces majeures. Et en ce qui concerne cet retard, ce n'est pas très grave et on ne peut pas demander les pertes incidentielles ou les on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas demander
les pourcents pour mise utilisant les argents de demandeur. C'est-à-dire en cas en cas de calculation des pertes et du pénalité, vous pouvez utiliser l'article numéro 395 du Code civil de la Fédération de Russie. Et vous pouvez réduire le montant de la sanction qui a été demandée par le demandeur. Et parce que en autre cas, le limité considère que le demandeur va s'enrichir illégalement. Encore une fois, je demande la date. Quelle est la date prévue par le contrat de la livraison? Il semble, dans leur mémoire, le demandeur, il dit que la date d'expédition, c'était le 9 février. Oui. Alors, vous êtes d'accord, c'est le 9 février. Oui. C'est pas quand la marchandise est arrivée à Mombasa. Oui, parce que nous devrons utiliser la code civile et utiliser les jours bancaires quand on ne travaille pas. Et c'est-à-dire la date est le 9 février. Vous pouvez vérifier si c'est la date. C'est vrai. Alors, Julia, vous voulez répondre que c'était des jours fériés. Peut-être vous voulez répondre à cette allégation. Oui, c'est la date de le 9e février et je voudrais ajouter que le cas dans le canal de Suez, comme j'ai déjà dit, ce n'était pas le force majeure et c'est justifié par le cas de la Cour. Et il y a 3 cas dans notre contrat quand c'est le force majeure. C'est pourquoi cet argument de le défendeur n'est pas correct. Merci. Je voulais encore demander, vous dites qu'on doit réduire la pénalité parce qu'elle n'est pas proportionnelle. Mais dans le contrat, j'ai vu la disposition, le montant de la pénalité n'est pas susceptible de recours devant le tribunal. Alors, vous répondez quoi à cette disposition du contrat? Je pense que oui, bien sûr, conformément à la clause numéro 11 du contrat, en cas de retard de la livraison des marchandises, le vendeur verse à l'acheteur une pénalité pour chaque jour de retard. Et en l'espace, les parties ont prévu une sanction à titre provisoire dans l'obligation de l'intimer. Sur la base du fait que le défendeur a promptement rempli ses obligations sur le contrat, mais a autorisé un retard de la livraison, le groupe d'arbitres peut appliquer la règle de réduction de peine prévue à l'article 333 du Code civil de la Fédération de Russie, car il existe une disproportion manifeste de la peine aux conséquences de la violation du droit. Et bien sûr, selon le paragraphe 2 de cet article, une réduction de la pénalité spécifiée par le contrat est payable par une personne exerçant une activité entrepreneuriale et autorisée dans des cas exceptionnels s'il est prouvé que le recouvrement de la pénalité d'un montant prévu par le contrat peut amener la créancier à recevoir des avantages déraisonnables. Tenant compte du fait que dans le cas d'une pénalité de 0,1
par jour de retard. On parle en fait de l'application d'une sanction à la dette en dollars de montant plus de 36% par an. Et je pense, le défendeur considère que le demandeur va s'enrichir illégalement. Et Mais bien je comprends que le Code civil permet de réduire une pénalité, hein, mais le contrat semble exclure, hein, point 11 du contrat semble exclure cette position. on ne peut pas exclure cette position, mais on peut adresser votre opinion aux pratiques de l'ICAA. Et vous pouvez voir que en ce cas, les arbitres peuvent réduire le montant de prêt et bien sûr je peux prouver cette raisonnabilité avec un degré raisonnable de certitude. Et bien sûr, je dois mentionner que en cas de remboursement 7%, notre entreprise peut être c'est-à-dire là, on peut entrer à faillite et c'est très dangereux pour l'économie de notre pays. Compris. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions des co-arbitres, hein, je vais passer au point 2. Hein. Oui, vous avez une question? Oui, question au demandeur. Selon le défenseur, la peine doit être réduite pour 50%. Quelle est votre opinion à ce sujet? Je vous invite de regarder un mémoire en défense, point 10, où le défendeur dit qu'il faut 10 en 5. Il propose à l'arbitrage de réduire de 50% le montant des amendes de peine. Il réfère à l'article 333 du Code civil, et cet article, comme vous rappelez, dit qu'il est appliqué s'il existe une disproportion manifeste de la peine aux conséquences de la violation de droit. Cela veut dire tout simplement que à l'avis de défendeur, la peine est trop élevée. Quelle est la relation entre la peine réclamée et les conséquences de la violation du droit? D'accord. Je pense que notre calculation est correcte et je ne suis pas d'accord avec le défendeur de réduction de la pénalité parce que la mesure de le défendeur
dont beaucoup de problèmes pour notre demandeur. Bon, j'ai encore une question. Selon le demandeur, en ce cas-là, n'est pas intitulé de réclamer les intérêts, comme l'article 395 ne prévoit pas la possibilité de réclamer les intérêts si on a la peine dans le contrat, par exemple. Quelle est votre opinion à ce sujet? Mais on a dit dans notre mémoire que le demandeur a le droit d'exiger une pénalité pour retard de livraison de marchandises, aussi bien qu'intérêt pour l'utilisation des autres moyens de montagne définis dans l'article 395 et 477 du Code civil de la Fédération de Russie. Ces deux articles. 4 de l'article 395. Pouvez-vous regarder cette prévision? Je ne peux pas regarder maintenant. C'est dommage. Et quelle est votre opinion? Nous ne devons pas appliquer cette prévision ou non? Est-ce que vous pouvez lire cette point? Il dit que si le contrat prévoit la peine, on ne peut pas réclamer les intérêts. Ce que dit la loi Duralex, c'est de l'ex. Oui, je Peut-être c'est la faute grave faite de 2015. Les versions d'autres versions ne prévoient pas cette position. Non, il n'est pas dans notre mémoire, dans notre position. Donc, Vous n'avez pas le texte du Code civil avec vous? Je pourrais vous donner le Code civil. C'est ça le problème. non, merci, je vous compris. Donc, maintenant, je suis d'accord avec le défendeur. Ce qui concerne de l'intérêt. Merci. Premièrement, la position du contrat et puis on doit être guidé par la position de code civil. Et je suis d'accord avec vous que on ne peut pas exclure la position de l'article 395
le point 4 de cet article, parce que c'est un droit exprimé. Question. Alors, on passe au prochain point, hein, c'est-à-dire, ça c'est le point que la livraison n'était pas complète, hein, que les démarreurs manquaient dans les conteneurs. Alors, Julia, je vous donne la parole. D'accord. La deuxième partie. Et l'égalité de la demande de paiement par le défendeur du coût de démarreur manquant et des unités de commande manuel et automatique des générateurs diesel. L'article 35 de la CSG, de la SWIM, est tenu de livrer le vendeur est tenu de livrer les marchandises qui répondent aux exigences du contrat en termes de qualité, de quantité, d'exhaustivité. Et le paragraphe 1 de l'article 480 du Code civil de la Fédération de Russie établit que dans le cas de transfert de marchandises incomplètes, l'acheteur a le droit de son choix d'exiger des vendeurs une réduction proportionnelle de prix d'achat ou de compléter les marchandises dans un délai raisonnable. L'acheteur a le droit de faire des réclamations sur la qualité, l'exhaustivité et ainsi que le droit d'exiger la livraison supplémentaire ou la réduction de prix d'achat. Le 6 juin 2021, il y a un acte d'inspection de l'état de 50 générateurs diesel a été rédigé. Et les exigences pour l'application de cet acte sont rappelées. La présence à la fois de représentants de l'acheteur et de représentants de la CCI Marsabi a été assurée et à la suite de laquelle la validité de cet acte ne peut être contestée. Lors de la rédaction de l'acte, il n'y avait aucune indication que l'emballage était endommagé. Et donc, par conséquent, les pièces manquantes ne sont pas mises avant l'emballage des marchandises. Et c'est-à-dire, le vendeur ne les a mis, ne les a pas mis. Et dans ce lettre de 15 juillet 2021, le vendeur a affirmé qu'il y a qu'une semaine propre. Il convient de noter que le transporteur ne vérifiait pas la quantité réelle de marchandises. Le connaissement atteste seulement du nombre de colis remis au transporteur. Et donc, comme le vendeur refusait de livrer les marchandises, l'acheteur exige une réduction proportionnelle du prix d'achat. Et c'est tout pour cette partie, je pense. Oui, c'est tout pour cette partie. Alors, Eugène, c'est votre tour. Merci pour cette habilité. Par ailleurs, le défendeur n'est pas tenu de rembourser le coût des démarreurs et des unités manquantes pour le contrôle manuel et automatique des générateurs. Étant donné que 16 jours se sont écoulés depuis l'arrivée des marchandises au port de Mombasa, et j'ai déjà dit là, les parties au contrat n'ont pas fixé de délai pour vérifier la quantité et la qualité des marchandises reçues. Si un tel délai n'est pas spécifié dans le contrat,
on suppose en pratique que le contrôle quantitatif des marchandises doit être effectué dans un délai éventuellement plus court selon les circonstances. Cette question est résolue de cette manière, en particulier dans le Code civil. C'est la clause numéro 2 de l'article 513 et clause numéro 1 de l'article 515 qui établit directement l'obligation de l'acheteur d'inspecter les marchandises en vérifiant sa quantité. Et le délai d'une inspection en relation avec la vente internationale est déterminé par le contrat ou les usages commerciaux. Et dans le montant, l'obligation de l'acheteur est établie d'informer immédiatement de le fournisseur par écrit des anomalies identifiées. C'est l'article numéro 513 et ainsi le demandeur n'a pas rempli l'obligation si mentionnée. C'est-à-dire, c'est la faute de demandeur. De deux parties. Dans l'acte d'inspection de 5 ans générateur du 6 juin 2021, il est indiqué, et je cite, il est probable, je souligne, que l'équipement spécifié n'a pas été placé dans les caisses lors de l'emballage de la marchandise à l'usine de fabrication. Cela pose la question concernant le lien de causalité. C'est probable, mais c'est probable peut-être, mais cela suffit ou non de constater la probabilité ou il faut prouver que c'est la faute du vendeur. Quelle est votre opinion? Peut-être c'est plutôt les questions au vendeur. Vous comprenez ma question? Est-ce que vous pouvez répéter encore une fois? Oui, je répète. Il est indiqué dans l'acte concernant l'inspection de générateur, qu'il est probable que l'équipement spécifié n'a pas été placé dans le casse lors de l'emballage de la marchandise à l'usine de fabrication. Je répète, il est probable. C'est l'issue de la question de rapport de causalité, relation de cause, si on dit autrement. Qu'est-ce que vous pouvez commenter sur ce sujet? Je pense que c'est la faute de le vendeur qui probablement n'a pas été placé dans les caisses à l'usine de fabrication, mais je peux dire que nous sommes sûrs qu'il n'y avait aucun de l'acte de la valuation. Je suis d'accord avec le demandeur. La cargaison est restée sans surveillance pendant une très longue période, 16 jours, et donc c'est le demandeur établi dans cette situation. Je peux ajouter sur ce point, le contrat ne
spécifiait pas le délai de réception des marchandises et il y a une référence au commentaire de secrétaire de SWIM qui dit que pour différents produits, il y a un délai de réception différent et c'est possible une période de 1 mois et dans notre cas, c'est la période raisonnable. Et je dois ajouter une autre chose. Le risque de perte accidentelle est passé du défendeur au demandeur au plaignant, c'est-à-dire le défendeur n'est pas responsable pour les risques de demandeur en ce moment. Bien, nous allons alors terminer ce point. On continue, hein? Bon, alors je vous donne la parole pour le dernier point, hein, c'est-à-dire le défaut des produits. Hein. D'accord. La troisième partie. Et la partie 2 de l'article 456 du Code civil établit que le vendeur est responsable pour des fautes marchandises s'il peut prouver que des fautes marchandises sont apparues après son transfert à l'acheteur. Et en conséquence, la charge de la preuve incombe au vendeur. Mais en tout cas, le demandeur affirme avoir dûment respecté toutes les instructions d'utilisation. Et selon le paragraphe 3, article 477 du Code civil, si le produit est réglé période de garantie, l'acheteur a le droit de présenter des exigences liées au défaut de la marchandise. Lorsque des défauts sont détectés pendant les périodes de garantie. Selon le contrat, la période de garantie est fixée en un an. L'acheteur demande une indemnisation pour l'article défectueux qui est tombé en panne 5 mois après le début de l'utilisation. Et en l'espèce, la réclamation a été présentée 7 mois avant l'expiration de la période de garantie. Donc, le défendeur affirme que la demande du demandeur est infondée, étant donné que le défendeur, au moment de la conclusion du contrat, n'avait pas prévu et ne pouvait pas prévoir ces dommages conformément à l'article 74 de la CIM et l'article 7.4.4 de principe de NI3 2016. Oui, 2010. D'accord. Le demandeur fait valoir que le principe de NI3 ne sont pas applicables en l'espace. Et les pertes imprévues comprennent les pertes qui ne pouvaient pas être présumées. Et dans notre situation, les pertes étaient prévues. Le demandeur subit des dépenses et nous avons le droit de réclamer ces pertes dans le montant requis. Et je peux ajouter que le défendeur a objecté à tort que les demandes de demandeurs en matière de recouvrement de dommages intérêts d'un montant de 450 000 $ et c'était infondé. Le défendeur était responsable à la fois de la non-livraison et de l'absence d'assistance de la part du défendeur pour remplacer les marchandises cassées au cours de la période de garantie. Et ces pertes n'étaient pas improuvées pour le défendeur. C'est tout pour la troisième partie.
D'accord avec le demandeur parce que selon le paragraphe 1 de l'article 7.4.3 du droit, seuls les dommages font l'objet d'une indemnisation, y compris les dommages futurs, qui sont établis avec un degré raisonnable de certitude. Et le montant des dommages causés est prouvé par le demandeur. Il doit donc prouver qu'il a pris toutes les mesures à sa disposition pour limiter le montant des dommages. Toutefois, l'exposé de la réclamation ne contient aucun fait confirmant de manière fiable les frais engagés par le demandeur, ni des faits indiquant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour limiter le montant des pertes, ni enfin des faits attestant l'existence du lien de causalité entre le comportement fautif de l'intimé et les pertes subies par le demandeur. Et conformément au paragraphe 3 de l'article 393 du Code civil, la détermination de manque à gagner et les mesures prises par le créancier pour l'obtenir et les pratiques fructueuses à cette fin sont prises en compte. Bien sûr, cette norme du Code civil témoigne parfois de la nécessité de prouver le manque à gagner et les préparatifs faits par le créancier pour le recevoir. Et j'ai une question pour le demandeur. Avez-vous une preuve de perte? Par exemple, les chèques, les contrats de présentation de soins médicaux ou d'autres choses? La preuve sera sera présentée à la prochaine audience parce qu'il n'a pas le chèque maintenant avec moi. D'accord, mais je dois mentionner que tous les dommages d'intérêt doivent être prouvés avec un sens de certitude, c'est-à-dire vous devez nous démontrer les chèques, les contrats et d'autres choses pour prouver votre position. Mais nous n'avons pas ça. Occasion de poser des questions. Paris. Ça serait tout de mon côté. J'ai pas de questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Pas de questions. Pas de questions. Pas de questions. Alors, je crois on termine hein. Ici. Maintenant, on a dépassé largement le budget de temps, mais je crois que les deux parties avaient plus ou moins la même occasion. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un déséquilibre. Mais peut-être, selon le règlement, chacun de parties a 5 minutes. Si on, aider, vous voulez encore profiter de 5 minutes, dernière position. Non. Si les partis veulent donner la parole pour faire le résumé, alors je demande le demandeur. C'est à votre volonté comme vous voulez. Alors commençons avec le demandeur hein, pour donner le dernier mot au défendeur. Au défendeur, ouais. C'est exact. D'abord, à vue de ce qui... Non, c'est le demandeur okay, maintenant. Okay. Hein. D'accord. Nous allons dire qu'il faut aussi un peu résumer notre position. Nous sommes désaccords avec le défendeur et nous pensons qu'il faut guider pour le cours d'arbitrage parce qu'il a la compétence et aussi nous avons déterminé que les parties, ils ont la validité réelle. C'est pourquoi on peut dire que notre cause compulsoire est correcte et nous pouvons utiliser cette cause. Et aussi, on peut dire que
Et aussi, nous pouvons dire que les lois applicables pour notre position, c'est le droit russe, et nous pouvons utiliser les principes du droit comme le droit. Oui. Merci, c'est tout. Je m'excuse. Peut-on conclure de votre intervention que vous confirmez votre position sur votre demande et vous confirmez votre demande totalement, toutes les demandes. Vous ne renoncez pas à aucune demande que vous avez faite. Je peux aussi résumer. Si vous voulez, mon question, c'est comme le bilan. Vous confirmez votre position et votre demande, tout votre demande. Oui, c'est vrai. D'accord. Comme j'ai déjà dit ma collègue, nous ne sommes pas d'accord avec le défendeur. Et qui concerne les parties matérielles, une pénalité de 114 000 dollars des États-Unis pour retard dans la livraison de marchandises est raisonnable. Et je peux dire que la calculation de notre calculation de d'un montant d'une pénalité et les intérêts n'est pas contesté par le défendeur dans la réponse à la demande d'arbitrage. Et le coût de demeureur manquant et des unités de commande manuelle et automatique de groupe électrogène diesel est aussi correct comme le père de la demande, la somme de 450 000 dollars. Et c'est tout pour notre conclusion. Oui, à vue de ce qui précède, le défendeur considère que les demandes de demandeurs ne sont pas fondées et demande le tribunal arbitral de rejeter la demande arbitrale dans son intégralité. Et je dois ajouter que notre entreprise en ce moment traverse difficultés et quelques difficiles, et notre entreprise pourra faire faillite si le demandeur renonce également à nos fois. C'est pourquoi nous demandons, cher arbitre, à rejeter toutes les demandes. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Мнение, наверное, выскажу. Я потом выскажу по-русски. Или вы хотите высказать? Это потом, да? Не, наверное, сейчас, после окончания. Сейчас мы обсудим, и потом... Нет, результаты мы потом расскажем, а вот оценку вот сейчас, наверное, высказывать. Это потом. Да, сейчас это... мы обсудим, и потом они... Нет, я хочу... Или что? Рекомендации сторонам по поводу выступления. Как, Нина Григорьевна? Сейчас, да. Да.
Понятно. Можно я начну, вы продолжите, да, по поводу результатов? Не результатов. Не, но я понимаю, сейчас мы между нами 3 арбитра обсуждают. Не, сейчас мы не даем. Ага, ну хорошо. Это просто у меня пока нет замечаний. Учебный процесс. Да. Учебный процесс. Пожелания. Ну, я по-русски, чтобы быть лучше понятым, да, потому что я понял, что некоторые вещи на французском как-то уходят. Наверное, в силу моего французского. Я его закончил учить 40 лет назад почти. Вот. Ну, я просто как такое пожелание сторонам, как участникам. Во-первых, мы благодарим их за участие, за подготовку, за усилия, за старание обратить внимание на те или иные моменты. И это достаточно интересно, и с применением и международных актов, законодательства, и доктринальных источников, то есть за проделанные усилия. Они чувствуются и в меморандумах, и в высказываниях. Так? Но искусство устного выступления, его надо оттачивать, как вот, знаете, риторика вот это вот. Одно дело написали, да, а вот когда что-то не воспринимается. Значит, помнить нужно первое, что нужно не только что-то сказать, а важно, чтобы это дошло до собеседника. Значит, не надо спешить. Фразы должны быть достаточно короткие, четкие. Вот вы должны быть понятыми, услышанными, так? Вот. По поводу актов, чисто вот, поскольку конкурс Михаила Григорьевича Розенберга, мы его все вспоминаем, очень яркого человека, значит, его позиция была такая, и он даже как-то кипятился слегка, значит, возможно, применение, ну, безусловно, Венской конвенции он обосновывал, и субсидиарно там российского права, и принципов Юнидруа, там, в какой последовательности, но против чего он выступал категорически, не надо двойного цитирования одних и тех же актов, тем более, что вот Венская конвенция, ГК, вот и там то же самое, одно и то же, во всяком случае в арбитражных решениях он это категорически был против, что если применяем Венскую конвенцию, значит применяем Венскую конвенцию. Если что-то в Венской конвенции не написано, применяемся субсидиарно другие акты. Значит, для сторон, что важно, выделять вопросы, которые в споре и которые не в споре. Если вопросы не в споре, не надо на них тратить время. Более того, вы облегчаете свою задачу и задачу арбитров. Что мы согласны или мы понимаем, что вот противная сторона, прямо так посмотреть на нее, что противно. Не оспаривает это, что была там просрочка, столько-то дней, или не, ну, какие-то вещи, так. Второе, значит, вот тут была заминка. Может быть, я понимаю, что меморандум не удалось проработать, короткое время было, все, и там меморандум, там некоторые вопросы, они как-то запрятаны там, даже процессуальные. Но возражение, я имею в виду, положим, по юрисдикции, там, соблюдения порядка мирного урегулирования спора и так далее. Но возражения должны быть ваши, так сказать, ну и ваши контрвозражения по всему спектру, Вот, от юрисдикции до расчета требования, там, откуда проценты, какие проценты, все, понимаете, знаете, как адвокатский прием, когда уже совсем крыть нечего, они пишут, адвокаты, мы не понимаем этот аргумент стороны. Предельно ясен, конечно, понять такое невозможно. То есть мы его не признаем, но не понимаем. Да.
Ну, потому что сказать, что мы, ну, на черное сказать, что это белое, тут иногда не всегда возможно, да. Теперь что? Поскольку устно это, надо, это оттачивается, это быстрота реакции, так? Быстрота реакции, она приходит со временем, но надо прогнозировать возможные вопросы, которые возникнут на слушании, возможную реакцию другой стороны. Так? Теперь дальше. Вы как учили же в институте, первое, это основание ответственности. Было нарушение или нет? Так? Смотрим, так? Второе, есть ли причинная связь в данном случае или нет? Кто должен, были убытки или нет? И следующий вопрос – это распределение бремени доказывания. Так? В этой ситуации возможно, что не догрузили? Возможно. А может быть, при выгрузке там, пока в порту грузили на грузовики, что-то там оттуда и попало. А может, когда лежали на складе у покупателя, пропало. Возможно? Возможно. То есть эта цепь возможностей можно продолжать. Но это причинная связь. Поэтому, так сказать, и принято на каждом этапе фиксировать, актировать это. Вот получили с судна товар, актируйте, чтобы потом, когда перевозчику предъявлять, ты принял нормально, выгрузил это, так? Ну, здесь трудно судить, нам написали, что мы не можем фантазировать, были это внутритарные недостачи или нет, это другой вопрос, так? Вот. Ну, а в целом я хочу сказать, что вы на правильном пути, но есть еще определенные, как говорится, фрагменты или, так сказать, моменты, по которым надо совершенствоваться. И я думаю, вот этот конкурс помогает их лучше понять и сосредоточиться. Понимаете? Потому что, ну, не должно быть, когда говорят, а как вы думаете? Что-то никак не думаем, понимаете? Ну как не думаем? Ну, вы понимаете, там сторона говорит, нельзя там проценты платить и все. Ну, надо что-то как-то реагировать, да, правильно? Вот. Ну вот у меня в целом, еще раз хочу сказать, я благодарю всех участников за их усилия, и они большие, квалифицированные, меморандумы хорошие, выступления хорошие, что вы, как говорится, и та команда, и это в теме, что называется. Но еще надо быть больше в теме. Так, вот, когда я объясняю на лекциях по повышению квалификации или студентам, что называется, на пальцах. Вот 5 аргументов сделано, дано, вот 5 должно быть контраргументов. Вот когда там разошлись, там это вот 2 сошлось, а 3 не разошлись или сколько, это плохая позиция с вашей стороны. Так? Ну не то, так? Тогда надо либо соглашаться, либо не соглашаться, но молчать не придется и не удастся отсидеться на слушании. Арбитры вот такие вот противные, они спросят. Это, может быть, западный арбитраж, он более состязательный. У нас есть коллега, он ну, сказали, все, вот так вот, то, что мы послушал, что сказали, ну все, спасибо, до свидания. Так? И потом получаете сюрприз. А как? Ну, вы же не сказали, правильно? И арбитры не обязаны вас спрашивать. Так? А вот же вот смотрите, вот тут-то вот, ну вот хоть бы как бы задумайтесь. Понимаете, это такая вещь серьезная. Ладно, спасибо вам большое за участие, успехов вам дальнейших профессиональных. Было интересно вас послушать. Вот. Ну, Ирина, тогда я правильно понимаю, что сейчас мы один оценочный лист заполним, да? И больше их не видим или... Да, конечно, да. Но...
Сейчас освобождаем стороны. Наконец-то свобода Поэтому воспримет сейчас- радостно у входа. Значит- Ну а братья что там отдадут, это уж мы не знаем. Поэтому понимаете? сейчас последний шанс передать замечание. Так, понятно. Тогда Екатерина, Париж. Нет, ну мы сейчас уже освобождаем. Екатерина хочет сказать что-то. Enfin, je rejoins tout le monde sur tous les points. Bravo à tous. C'était vraiment un très bel exercice. Merci beaucoup pour vos efforts, pour votre position et pour toute l'énergie que vous avez mis là-dedans. Et je pense que mes conseils seront plus ou moins les mêmes que de monsieur l'arbitre, de mon co-arbitre, d'être très clair et d'être surtout sûr de votre position et de savoir découper et d'identifier les questions litigieuses dans votre cas pratique. Mais sinon, c'était très bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Et alors, je confirme ce que mes deux collègues ont dit. En tout cas, ce que j'ai déjà dit après la première ronde, c'est ce qui a manqué aujourd'hui. De nouveau, c'est que dans les orales, il faut se concentrer vraiment sur les points importants. En pratique, les arbitres, comme j'ai déjà dit, ont peu de temps. C'est difficile d'attirer leur attention. Alors, il faut vraiment se concentrer sur les points critiques, qui, comme lui a également dit, qu'il faut vraiment cibler l'effort sur ces points critiques. Et en tout cas, merci pour la participation, c'était vraiment bien. En tout cas, tous les deux côtés, je crois, se sont débrouillés bien. Mais maintenant, alors on continue sans vous. Merci. Au revoir.